va poursuivre la réflexion, je vous le disais, sur les opportunités et les bonnes pratiques dans cette transition ou révolution plutôt numérique. Et j'appelle pour animer ce second débat Amélie Nicaise. Elle a longtemps été engagée pour l'égalité des chances avec Article 1. Elle a notamment piloté le livre blanc de la Fondation Mosaïque sur l'intelligence artificielle au service du recrutement inclusif, donc on est vraiment au cœur du sujet. Livret que vous pourrez d'ailleurs vous procurer sur ce sommet, il suffit de le demander aux équipes. Voilà qui est dit. Amélie, c'est à votre expertise maintenant qu'on s'en remet pour les 30 prochaines minutes. Donc je vous ai déjà enlevé 3 minutes, mais vous pouvez les prendre après. Non, mais pas de c'était souci. très bien résumé. Et du coup, je vais inviter tout de suite sur scène avec moi mes experts, parce que comme vous l'avez compris, je ne suis pas une experte de l'intelligence artificielle, mais notre question, ça va être comment on l'utilise pour plus d'inclusion et d'égalité des chances. Donc j'invite sur scène Marielle Crissement de Etalab, Angelina Lamy de la Fondation Accenture, Olivier Sibony, professeur HEC, et il me manque un intervenant, Enric Lopez de Microsoft. Donc je vais les laisser aussi au moment de leur intervention dire un petit peu ce qu'ils font, et on va rentrer dans le vif du sujet, et surtout on va continuer en fait ce qui a déjà été dit par les intervenants de la table ronde précédente, et on va essayer ensemble d'approfondir peut-être la question de comment faire de l'IA, donc qui est en effet une révolution en cours, qui est quelque chose d'actuel et puis de futur aussi, parce que je pense que c'est pas fini et ça va continuer à s'accélérer. Comment on peut en faire un atout pour plus d'inclusion, plus de diversité, ce qui nous anime aujourd'hui, et peut-être aussi à quoi il faut faire attention, à quoi il va falloir être vigilant pour garder le contrôle finalement sur ces machines extrêmement puissantes, et vraiment être sûr justement qu'on ne fait pas pire en voulant faire mieux. Donc cette petite introduction étant faite, la parole au professeur, donc Olivier Sibony. Est-ce qu'on peut peut-être faire le pont entre ce qui vient d'être dit pendant la première table ronde et qui déjà en partie recoupe notre sujet, et puis nous, notre sujet de comment on en fait une arme pour le recrutement des talents. Oui, merci Amélie. En gros, moi, ce que je retiens de la précédente table ronde, comme de la plupart des débats sur ce sujet, c'est que l'IA, c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Vous vous rappelez le sketch, il y a la bonne IA et la mauvaise IA, quoi. Alors la mauvaise IA, c'est celle qui va accentuer les biais, les aggraver. On a entendu des exemples. Et puis la bonne, c'est celle qui va permettre de les corriger. Et la réponse qu'on a souvent, c'est... Au fond, et on l'a entendu encore, au fond, la solution, c'est que l'IA ne soit qu'une aide et que la décision reste dans les mains de l'humain. Et si je vous demandais à main levée de me dire si vous êtes d'accord avec cette proposition, je pense que l'immense majorité d'entre vous serait d'accord. Si je vous disais, vous avez le choix entre soit vous déléguez complètement vos décisions à l'IA, soit vous ne l'utilisez pas du tout, soit vous l'utilisez, mais au fond, vous restez en charge de la décision finale, vous allez être à peu près 99% à choisir l'option du milieu. Je veux juste attirer votre attention sur le problème que soulève ce raisonnement. Et ce problème est documenté par la recherche sur l'IA, sur l'interaction humain-machine, qui est le problème suivant. Quand on parle de génération, l'équipe humain plus IA est clairement une amélioration. On en a vu un bel exemple tout à l'heure sur l'introduction de cette conférence. On a une génération qui est faite par une sorte de chat GPT. Ensuite, on peut la revoir et on a un meilleur produit que si l'humain avait travaillé tout seul ou que si l'IA avait travaillé toute seule. Ça, c'est quand on génère du contenu, c'est l'IA générative. Quand l'IA est décisionnelle, le fait que l'humain vienne reprendre la main sur la décision de l'IA ne l'améliore pas, ça la dégrade. On le sait sur des centaines d'exemples, en particulier de recrutement. Il y a, pour ceux que ça intéresse, une méta-analyse dans Nature Human Behavior le mois dernier qui a analysé toutes les études sur ce sujet-là et qui montre que quand on a une IA décisionnelle, par exemple quand on fait du recrutement, quand on fait du tri de CV, si on dit, là, finalement, l'IA me dit de ne pas le prendre, mais je vais le prendre quand même parce que je le sens bien, ou l'IA me dit de le prendre, mais non, quand même, je ne le sens pas, en fait, on dégrade la qualité de la décision. Donc le vrai problème, la vraie bonne IA, c'est celle à laquelle on peut faire confiance parce qu'elle a été, et le dirigeant de l'AFNOR, Julien Nizri, l'a très bien dit tout à l'heure, une IA qui est suffisamment qualifiée, qui est suffisamment validée, est une IA à laquelle on doit pouvoir faire confiance. Et ensuite, la grande difficulté opérationnelle, c'est d'accepter de lui faire confiance quand on n'est pas d'accord avec elle. Parce que c'est une tautologie, mais il faut quand même s'en imprégner. Si une IA est meilleure que vous, c'est parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est elle qui a raison. Et si elle n'est pas meilleure que vous ne devriez pas vous en servir pour commencer.
Alors peut-être qu'on recommence à avoir peur, hein. C'est un mouvement, cette séquence intelligence artificielle est un mouvement d'enthousiasme et de peur. Est-ce que Angelina ou Henrik, de vos points de vue, donc chez Microsoft ou à la Fondation Accenture, vous pouvez peut-être réagir déjà à ce qu'on a dit dans la première table ronde et puis ce que nous a expliqué Olivier. Comment ça se passe concrètement avec vos clients, dans les recherches que vous faites, dans le travail que vous faites aussi avec des associations comme la Fondation Mosaïque, Article 1, et comment du coup on essaye d'avancer pour faire confiance peut-être à l'IA ou en tout cas éviter qu'elle ne nous mette dans l'ornière. Je vais essayer de continuer à faire le pont entre ce qui a été dit et puis l'objet de cette conversation. On va partir du postulat qu'on a suffisamment tous autour de la table travaillé à avoir une IA de confiance et des data qui ne sont pas biaisées. Au passage, il n'y a pas de biais dans les algorithmes. Hein, les algorithmes, ils font ce qu'ils font. C'est les humains qui sont biaisés et donc derrière, on a des data et derrière, on a des résultats biaisés. Mais partons du principe qu'on a cette IA sur laquelle on peut faire confiance. La vraie question, la question d'une manière générale, c'est est-ce que l'IA nous permet d'avoir une opportunité d'inclusion ? Et de quelle manière on peut faire en sorte que l'IA soit une opportunité d'inclusion ? Donc quelque part, j'ai envie d'être avec vous juste 2 secondes à regarder le verre d'eau à moitié plein, sans être non plus un béni oui-oui sur le sujet. Pour moi, il y a 3 pistes. La première, elle a été dite tout à l'heure, c'est la piste de la formation. Voilà. Si on a pris, en l'occurrence, je le porte pour tout le groupe, l'ambition de former 1 million de Français d'ici 2027 à l'IA, c'est parce qu'on doit tous être des citoyens éclairés à pouvoir l'utiliser. Et là, ça veut dire quoi ? Quand on fait chez Microsoft un partenariat avec France Travail pour qu'il y ait 300 000 demandeurs d'emploi d'ici 2025 qui soient formés à l'IA, mais pour utiliser l'IA dans leur recherche d'emploi, comme coach, pour rédiger son CV, etc., c'est donner les moyens à ce qu'effectivement elle favorise une certaine forme d'inclusion. Le deuxième volet, où on peut se dire l'IA est un vecteur d'inclusion, c'est qu'il y a énormément d'emplois potentiellement dans l'IA aussi. Il y a 77 000 emplois qui ont été créés dans l'IA en 2023. C'est 7 fois plus que 5 années auparavant et ça va ne faire que s'accélérer. Malheureusement, comme on a un petit peu dit tout à l'heure, en France, on est des champions dans l'IA. Malheureusement, plus de 70% des personnes qui sont formées à l'IA en France sont à un niveau Bac+5 ou plus. Alors, vous allez rechercher, en fait, si je comprends bien, des gens bien moins diplômés que Bac+5, mais pour faire tout un travail lié à l'IA. Non, le sujet, ça a été de se dire, il y a 5 ans, notamment avec des associations qui sont spécialisées dans le domaine, en l'occurrence Simplon, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas donner à chacun une opportunité de trouver un emploi dans l'IA ? Donc on a créé avec Simplon un diplôme de développeur en intelligence artificielle. Il y a plus de 60 écoles à travers toute la France qui ont été créées. Il y a 1200 personnes qui ont trouvé un emploi, plus de 30% féminins et un gros niveau infrabac. Et puis il y a le deuxième volet qui me permettra peut-être de passer la balle à ma camarade Angelina, qui est de se dire, l'intelligence artificielle en tant qu'outil, je peux le mettre dans les mains d'acteurs qui sont pour l'inclusion, en l'occurrence Mosaïque RH, et je peux peut-être développer une solution qui va permettre, dans le processus de recrutement inclusif, d'éviter un certain nombre de biais ou de favoriser effectivement l'émergence des compétences, mais non, entre guillemets, non biaisées, sans avoir le biais cognitif de l'humain qui recrute, et pouvoir élargir son bassin de recrutement, etc. Mais là, j'ai plus envie de passer la balle à Angelina, puisque ensemble on a travaillé à développer une solution qui est en démonstration dans l'espace VIP pour Mosaïque RH. Parfait. Angelina, je te laisse prendre la suite. Merci, Henrik. Concrètement, aujourd'hui, 1 recruteur sur 2 dit que les soft skills sont devenus critiques dans le processus de recrutement. Un autre chiffre que je trouve très très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une compétence technique, sa durée de vie, là où avant elle était de 30 ans, elle est de 5 ans. Donc, tout cela revient à ce fameux soft skills, ces fameuses compétences douces qu'on a pu acquérir dans sa vie personnelle et même dans sa vie professionnelle, évidemment. Et concrètement, comment on les trouve, ces soft skills ? En discutant avec un autre humain. Donc, c'est les coachs, les préparations aux entretiens qu'on peut faire avec notre mentor, notre mentoré au quotidien. Quand tu as fait ton stage chez McDo, tu as encadré des personnes, donc tu as des compétences managériales. Vous êtes mère d'une famille de 3 enfants, donc vous avez du leadership. Vous êtes arrivé récemment en France, donc grosse capacité d'adaptabilité, etc. Donc ça en parlant. Et bien souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent, celles que je viens de citer, etc.
Et de là, en parlant avec Saïd, Henrik et Sandrine côté Mosaïque, toutes ces questions-là qui sont répétitives, si on les projette sur les 8000 candidats de l'application Mosaïque Talent, c'est typiquement là où l'IA peut avoir une utilité de gain de temps évident. Donc là, et là je reviens sur ce qui vient d'être dit, concrètement, il y a une équipe de 3 développeurs à Nantes qui, depuis 6 mois, ne font que coder, entraîner le moteur d'IA, ce fameux coach virtuel ZIA qui est en démonstration, et ils se font coacher par des collaborateurs Mosaïque. Ils vont dire non, là la réponse à cette question d'un point de vue non-discrimination, ça devrait être ci. Là la réponse à cette question, de par nos 15 ans d'expérience Mosaïque, ça devrait être ci. Et en fait, les développeurs se font eux-mêmes coacher par des experts de la lutte contre la discrimination pour bien paramétrer le moteur en fonction. Donc derrière, j'en reviens vraiment à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment des vrais humains qui vont paramétrer, qui vont tester systématiquement la machine pour vérifier que les biais ne sont pas là. Donc c'est un moteur qui ne cessera jamais d'apprendre de lui-même. Et là, c'est un cas évident d'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut être très puissant, très bien encadré, très bien contrôlé. Et le dernier chiffre que je voudrais citer par rapport à l'exemple qu'on a développé avec Microsoft pour Mosaïque, c'est 2 chiffres. Donc 8000 candidats sur la plateforme Mosaïque Talent, moins d'une dizaine de coachs temps plein, on va dire, dans les équipes de Mosaïque. Bientôt, ils seront 100, mais voilà. Donc clairement, il y a un gain de temps évident pour permettre à Mosaïque de déployer son accompagnement auprès d'une multitude de personnes et de permettre aux coachs en place chez Mosaïque de dédier plus de temps à des personnes qui ont peut-être plus besoin d'accompagnement. Voilà. Merci Angelina. Je pense qu'on reviendra sur cette question en effet de comment on détecte les soft skills et on en fait des vrais atouts côté recruteur et côté recruté pour trouver le job qui vous convient. Mais avant ça, un petit pas côté État. Marielle, vous allez nous expliquer déjà ce que vous faites et ce qu'est Etalab. Et puis aussi, du coup, en tant qu'acteur public, vous recrutez aussi et vous êtes amené du coup à essayer de recruter, j'imagine, sans biais. Et d'autre part, vous vérifiez aussi qu'on respecte un certain code dont on a parlé aussi tout à l'heure, une éthique, une déontologie et des règles. Et donc la question de former, j'imagine, tous les agents qui sont amenés à recruter et à utiliser plein de données doit se poser au quotidien. Donc expliquez-nous un petit peu quels sont vos enjeux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici auprès de vous aujourd'hui. Alors Etalab, c'est un département qui a maintenant 13 ans. Et au départ, il a été créé pour promouvoir et faciliter l'ouverture des données avec la création de la plateforme DataGouv, data.gouv.fr. Donc j'espère qu'une bonne partie d'entre vous la connaissent. Sinon, je vous invite à aller voir. Il y a déjà presque 48 000 jeux de données ouverts sur cette plateforme. Mais Etalab, ce n'est pas que l'ouverture des données, c'est aussi la circulation des données au sein de l'administration et de tout service qui a une délégation de mission de service public. Donc c'est très vaste. Et c'est aussi l'exploitation de ces données, promouvoir l'exploitation, la bonne exploitation, et donc incluant notre sujet du jour. Donc effectivement, le service public a certains piliers fondateurs particulièrement importants. C'est la continuité du service public et la neutralité du service public. Je voulais revenir sur les données pour que l'IA elle soit aussi juste, équitable. Il faut des données d'entraînement, il faut des données. Et donc, j'en reviens sur l'importance de la qualité des données. Donc, au sein d'Etalab, on insiste beaucoup et on accompagne tous les ministères et tous les opérateurs d'État pour les aider aussi à construire, à améliorer toutes ces données qu'elles soient ouvertes ou fermées. Mais en tout cas, je pense que c'est un point vraiment très important si on se base sur des données complètes, fraîches, exhaustives, que ce soit dans le domaine du recrutement, mais dans tout autre domaine. Évidemment, le résultat en bout de chaîne, quel que soit l'algorithme ou le système d'intelligence artificielle qu'on utilise, le résultat sera beaucoup plus efficace et voilà, beaucoup plus impactant. Et pour en revenir sur je ne sais pas si on va revenir sur les biais après, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est très important de suivre en continu. Alors nous, on suit beaucoup la satisfaction des utilisateurs, des agents qui bénéficient de cette IA au fil du temps. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est des systèmes apprenants qui évoluent tout le temps. Et donc, on a en continu des retours quantitatifs et qualitatifs auprès des différents agents. J'entendais parler des des France Service tout à l'heure dans les interventions précédentes. Vous avez aussi, donc ça, c'est des
Donc, c'est des agents qui répondent à tout type de questions aux administrés qui viennent les voir. Donc, ils ont un outil d'IA depuis l'année dernière pour les aider à répondre à ces questions. Et ces agents, en fait, on les rencontre très régulièrement. Voilà, au début, on les rencontre toutes les semaines, mais là, on les rencontre plusieurs fois par mois et on continue de suivre ce sujet-là. Donc, sujet passionnant des données et de la maîtrise des données. J'ai retenu de la précédente table ronde cette notion des IA à haut risque, qui était notamment celle des IA qui sont amenées à traiter nos données en termes de recrutement et donc de parcours d'emploi. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur cette notion Olivier, en quoi c'est des IA à haut risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement limiter ces risques ? La définition des applications à haut risque, en fait, elle tient à l'application qui est faite, hein, donc elle est juridique en l'occurrence. Et en fait, la notion est assez bien illustrée par les exemples qu'on a eus. Les exemples dont on parle quand on parle d'aider les gens à faire leur CV, on en parlait tout à l'heure, ou de les aider à développer leurs compétences, ou d'avoir une espèce de coach par l'IA, sont des exemples qui ne sont pas réellement à haut risque, puisqu'on va aider la personne à s'améliorer, on n'est pas en train de faire une aide à la décision. Là où on passe dans l'application à haut risque, c'est ce à quoi les candidats sont confrontés tous les jours quand ils envoient une candidature, c'est que leur CV va être trié par une IA, c'est que leur lettre de motivation va éventuellement être évaluée par une IA qui va juger du fit avec la culture de l'entreprise sur la base des mots qui sont utilisés. C'est qu'ensuite, ils vont passer un entretien vidéo avec une évaluation par l'IA de la manière dont leur body language traduit ou ne traduit pas les fameuses compétences douces dont on parlait tout à l'heure et qu'on peut et que c'est très bien de les aider à développer, mais ce n'est pas la même chose de les évaluer par l'IA. Donc là, on est dans des applications à haut risque. Et ce que moi j'observe quand je parle à des entreprises, c'est que la validation des outils qu'on utilise pour faire ce genre de choses n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Je vous donne un exemple concret, sans nommer l'entreprise en question. Sur l'évaluation des lettres de motivation qui fit ou qui ne fit pas avec la culture de l'entreprise, quand j'en prends deux et que je demande pourquoi est-ce que celle-là a eu une note de 10 sur 100 et celle-là une note de 85 sur 100, on me répond « Ah ben on n'en sait rien, c'est bien à ça que sert l'IA ». Et là, on a un problème. Là, on est dans la pensée magique. Ça s'appelle pas autrement. On est exactement dans la même utilisation de l'IA que quand on utilisait, il y a 30 ou 40 ans, la graphologie. C'est qu'on se remettait à un expert tout en disant « Ah, mais bien sûr, ça n'est qu'un élément parmi d'autres. Et au bout du compte, je vais avoir un jugement humain qui prendra en compte cet élément-là et les autres. » Et en fait, là, on parlait des biais qui sont dans les données. Parlons 2 secondes des biais qui sont chez les humains. Hein, les biais dont on est en train de parler là, ça s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que je vais utiliser une IA pour me confirmer ce que j'avais envie d'entendre, et puis si ça ne me plaît pas, je ne vais pas en tenir compte. Et ça s'appelle le biais d'excès de confiance, c'est-à-dire que je suis convaincu que mon jugement est meilleur que celui de l'IA, de toute façon, et donc je vais l'utiliser sans savoir très bien comment elle fonctionne, mais c'est pas grave, puisqu'au bout du compte, c'est moi qui décide. Donc ça, là, on est dans les applications à haut risque, et là, il faut faire très très attention, parce que d'une part, on ne prend pas les bonnes décisions du point de vue de l'entreprise. D'autre part, on va aggraver les problèmes de manque de diversité dont on a parlé de nombreuses fois. Et enfin, on s'expose, quand la loi finira par être appliquée, on s'expose à des problèmes juridiques. Donc là, on est dans le vif du sujet parce qu'en plus, ça, c'est déjà aujourd'hui. Hein, c'est un certain nombre de services, d'applications que peut-être vous, dans la salle, vous utilisez et dont on ne sait pas, en effet, c'est le côté boîte noire de l'IA où on lui laisse un petit peu conduire la voiture. Peut-être Angelina et Henrik, et là, on arrive déjà presque ça va, on a encore un petit peu de temps. En tout cas, comment vous réagissez par rapport à ça? Quels pourraient être les exemples aussi que vous avez rencontrés, sur lesquels vous avez travaillé? Comment on essaye d'éviter de tomber là-dedans ou d'améliorer la situation? Déjà, d'une manière générale, quand on est un acteur qui va utiliser l'IA ou qui va développer de l'IA, c'est pas nouveau, mais avoir des principes qui sont des principes autour d'une IA responsable, faire en sorte que ces principes deviennent ensuite une gouvernance au-delà d'une charte et ensuite qu'on mette en place des outils et qu'on mette en place des règles et des réglementations à un niveau plus large, c'est extrêmement important. Je vous donne quelques exemples de principes. Donc, je vais citer chez Microsoft, on en a 6, mais il y a des entreprises ou des organisations qui en ont 10, qui en ont 12, mais à la fin des fins, c'est la même chose. Un des principes qui est important, c'est l'équité. On en a beaucoup parlé, donc s'assurer qu'il n'y a pas de biais. Un autre principe qui est important, c'est le côté inclusivité. Est-ce que j'ai des équipes qui développent mon intelligence artificielle diverse? Et est-ce que l'intelligence artificielle ou le service que je vais développer avec de l'IA, il va être respectueux d'une certaine forme de diversité? Après, je fais un petit zoom sur 2 autres principes. Le principe de transparence, on en a un peu parlé. Est-ce que c'est
explicable, et est-ce que dans mon process, j'ai besoin d'avoir cette explicabilité ? Pour faire de la recommandation de livres sur Internet, il n'y a pas forcément besoin de ça. Mais quand on touche à des process qui sont éminemment humains ou sur la santé ou sur le recrutement, bah oui, la transparence et l'explicabilité est important. Et puis après, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est la responsabilité. Est-ce que je souhaite mettre de l'IA dans ce processus-là ? Et est-ce que cette IA, elle est full décisionnaire ou pas ? Est-ce que je mets un humain dans la boucle, etc. Et là, il y a 3 choses à voir, parce qu'on parle beaucoup de l'outil, etc. Mais comme dans toute chose, et notamment dans le numérique, le triptyque people, process et tools et outils, il est extrêmement important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'outil à regarder, mais il y a l'adaptation de ces processus et faire en sorte que les processus bien. Et puis, il y a les humains. Est-ce que les humains, ils sont suffisamment formés ? Est-ce qu'ils sont dans la boucle ? Est-ce que ceci, etc. Donc ça, c'est le cadre de réflexion ou de bonnes pratiques à mettre en œuvre. À sans cesse se rappeler, alors qu'on a parfois un peu l'impression que la technologie va plus vite que nous, et donc on est un peu dans une course en avant, et c'est là que peut-être le danger est si on ne prend pas le temps de se former. On a parlé d'éducation et d'accompagner, de cadrer ces nouvelles opportunités qui nous sont proposées. Angelina, je te laisse peut-être aussi compléter, rebondir. En complément, et ça vient du cas qu'on a fait avec Mosaic, il y a aussi la valeur créée par l'IA. Le but, c'est pas d'utiliser l'IA pour faire des vidéos de chat toute la journée. Je suis un peu directe, mais faut vraiment créer de la valeur sociale, environnementale, humaine, qui est très importante. Quand Mosaic s'est dit on a envie de tester des modèles d'IA, voilà tous les cas d'usage sur lesquels on pense que l'IA pourrait avoir de la valeur, c'est vraiment la première démarche à faire. C'est en quoi ça va nous permettre de gagner du temps, dans l'exemple que je citais avant, pour accompagner plus de gens. En quoi est-ce que je vais aider, donc encore une fois, plus de gens à trouver un job. En quoi est-ce que je vais permettre à des gens qui ne pensaient pas à un job d'avoir accès à un job, etc. Donc c'est vraiment la valeur. Il faut systématiquement se poser cette question. Et si la valeur générée, c'est uniquement de gagner 1 minute sur la rédaction de son post LinkedIn pour qu'il soit sorti en automatique, il faut se poser la question. Si je peux me permettre. Est-ce que si la valeur, c'est de permettre de faire gagner des heures carrées aux coachs Mosaic pour aller coacher les 8000 candidats de la plateforme pour leur permettre d'accéder plus facilement à un job, la valeur n'est pas la même. Donc la question de la valeur, vraiment pour moi, c'est le mot-clé quand on parle d'IA. À quoi ça sert ? Mais ça, c'est pas vrai que pour l'IA, c'est vrai en général pour tous les outils qu'on utilise, par rapport à ce que disait Henrik. Parce que derrière, il y a des implications extrêmement fortes aussi, qu'il faut qu'on ait tous en tête de façon responsable quand on utilise l'IA. Donc pour moi, vraiment, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va avoir comme impact social, environnemental ou sociétal ? Marielle, je sais aussi que cet enjeu d'explicabilité, de formation, d'accompagnement, c'est des choses qui sont très très importantes pour vous et pour Etalab. Est-ce que peut-être je vous laisse aussi rebondir sur ce sujet-là ? Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, on a une obligation légale d'ouverture des données depuis la loi pour une république numérique d'Axel Lemaire en 2016, mais on a aussi une obligation d'explicabilité et de transparence en ce qui concerne les algorithmes. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. C'est prévu dans le Code des relations entre le public et l'administration. C'est prévu par le RGPD. Alors, ce n'est pas tout à fait présenté de la même manière, mais oui, il y a une obligation d'explicabilité de manière intelligible, c'est-à-dire compréhensible par toutes et tous dans un vocabulaire simple. Mais on a aussi une obligation d'ouverture des codes. C'est pour ça que Etalab accompagne les différents ministères. Donc, on a des administrateurs des données, des algorithmes et des codes sources dans chaque ministère qui eux-mêmes ont des correspondants en administration centrale et décentralisée. Et donc, on fait ruisseler toutes ces obligations qui sont quand même d'intérêt public, de transparence, pour que chaque administré, que ce soit pour le recrutement ou pour tout autre type de sujet, c'est pas restreint au recrutement, soit appliqué, soit correctement appliqué, soit accessible facilement et de manière compréhensible. Donc c'est un enjeu assez énorme parce qu'en effet, ça concerne tous les citoyens, tous les agents publics et que ce soit un traitement entièrement automatisé par l'IA ou qu'il y ait une intervention humaine ou même que ce soit juste une intervention humaine, l'obligation de transparence, de toute façon, dès lors qu'il y a une décision personnelle qui est prise pour quelqu'un, elle doit être faite avec ou sans IA d'ailleurs. Alors, je suis perdue dans le timing parce que le chrono me dit qu'on a encore 18 minutes 48, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est vrai, on a encore 18 minutes 48. C'est tellement passionnant qu'on vous laisse enchaîner. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que par rapport à ces enjeux, peut-être, toujours la parole au professeur.
Je vais continuer à mettre les pieds dans le plat puisqu'on a le temps. Profitez-en, c'est pas toutes les tables rondes. Ah, oui, on est royal. Non, quand j'entends Henrik parler des principes, je suis évidemment complètement d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec l'explicabilité, avec la transparence, avec l'absence de biais, avec l'équité des algorithmes, etc. Et donc tout le monde va avoir, vous le disiez, tout le monde va avoir des principes et tout le monde va dire qu'il essaye d'appliquer ces principes-là. Le problème, c'est que quand on est Microsoft ou quand on est Accenture ou quand on est Salesforce, dont on parlait tout à l'heure, on sait traduire ces principes dans le code. On a des gens qui savent le faire. Quand on est un département RH d'une société qui n'est pas une société de technologie, on ne sait pas le faire. Ce n'est pas une critique, c'est juste pas le métier d'un département RH de savoir tester si un algorithme est équitable. Comment on fait pour tester qu'un algorithme est équitable ? C'est extraordinairement compliqué. La définition de ce que c'est qu'un biais dans un algorithme, c'est pas simple du tout. On s'imagine que c'est simple. On se dit, je vais regarder si les hommes et les femmes sont traités de la même façon, mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, parce que les échantillons ne sont pas les mêmes, la probabilité d'être ou de ne pas être sélectionné ne doit pas normalement être toujours la même pour toutes les catégories de population, parce que toutes n'ont pas les mêmes compétences, etc. Donc comment est-ce qu'on mesure effectivement qu'un algorithme n'est pas biaisé ? Et là, je parle que de l'équité, il y a plein d'autres questions de ce genre-là. Donc ces compétences-là sont des compétences que on n'a pas à avoir, que c'est normal qu'on n'ait pas quand on est dans un département RH. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a des prestataires qui viennent vous voir et qui vous disent « Moi, j'ai développé un algorithme, il est formidable parce que il est équitable, il est merveilleux, je l'ai testé. » Voilà, c'est eux qui vous le disent. Et puis, il va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça, vous pouvez le vérifier. Le vrai argument, c'est qu'en réalité, il va vous faire gagner beaucoup de temps. Et le grand danger, c'est de ne pas être suffisamment critique et de ne pas aller chercher suffisamment de validation externe quand on utilise ce genre d'outils, parce qu'ils nous font gagner tellement de temps et qu'ils sont tellement séduisants du point de vue du candidat, parce que c'est plus sexy pour un candidat d'aller passer par des processus gamifiés, etc. Donc ça n'a apparemment que des avantages et on n'est pas forcément toujours capable de vérifier que ça va effectivement se conformer aux principes qu'on a énoncés. Donc ce contre quoi j'essaye de mettre en garde, c'est encore une fois cette tentation de s'en remettre à la technologie comme d'une forme de magie, alors qu'en réalité, ce que la technologie devrait vous conduire à faire, c'est à vous interroger fort et dur sur qu'est-ce que vous cherchez vraiment chez les candidats, quelles sont vraiment vos priorités. C'est à ce prix-là que vous aurez de l'explicabilité, que vous aurez effectivement la capacité de dire « j'ai trié sur ces critères-là, j'ai fait ce choix de cette manière-là ». Quand on vous dit, et on vous le dit souvent, l'IA va aller regarder les gens qui sont chez vous, va trouver les caractéristiques qu'ils ont et va identifier ces caractéristiques chez les candidats de demain pour que vous n'ayez plus besoin de vous poser les questions difficiles, on est en fait sur un terrain très, très, très glissant. Donc c'est warning, là on laisse le pilotage automatique et on ne sait pas trop où on va arriver. Donc le secret c'est notre intelligence, si je comprends bien, la formation, l'accompagnement. Je sais, vous en avez parlé tout à l'heure Henrik, que vous avez beaucoup travaillé sur aussi justement ces enjeux de formation aussi, peut-être d'avoir des équipes aussi plus inclusives qui travaillent sur les algorithmes, sur les données, etc. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce sujet-là, vu qu'on a un petit peu plus de temps ? Je vais faire le pont entre ce que Angelina a dit et ce que Olivier vient de dire. En fait, quand on est une organisation et qu'on se dit, tiens, si j'utilisais, par exemple, dans un processus RH ou dans n'importe quel processus, si j'utilisais l'IA, c'est quoi mes cas d'usage pour poser des post-it au tableau ? Je sais que l'exercice a été fait à côté Mosaïque et il y en a eu pas mal. Déjà, la première chose, c'est pas de se dire qu'est-ce que l'IA peut faire pour moi. C'est quoi mon caillou dans la chaussure ? D'un point de vue métier. Parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression qu'on a un marteau et que tout a la tête d'un clou. Et le vrai sujet, c'est de se dire, voilà, quel est mon caillou dans la chaussure ? Et le caillou dans la chaussure, de le regarder au travers du prisme de ce qu'a dit Angelina. C'est quoi la valeur que je veux en retirer ? Et pour savoir ça, là, il y a un vrai sujet inclusif. Si on veut savoir quel est le caillou dans la chaussure et la valeur qu'on veut tirer, là, il faut être inclusif dans son organisation parce que ceux qui connaissent le caillou qu'ils ont dans la chaussure, c'est les opérationnels qui sont vraiment au contact du terrain. Donc, c'est eux qu'il faut impliquer dès le début dans le processus d'identification des cas d'usage, qu'il faut peut-être sensibiliser et former parce que c'est eux qui ont peut-être peur d'aller vers l'IA ou imaginer des choses, etc. Donc on les inclut, on les sensibilise, on les forme pour qu'après on identifie ces cas d'usage et que ce cas d'usage il soit passé au prisme de la valeur, aussi au prisme d'un retour sur impact, de se dire est-ce que ça vaut le coup de miser sur l'IA
parce que effectivement, si je continue à me dire, il me faut j'ai un marteau, non, bah là, il y a peut-être pas besoin d'IA, ou là, et après de se dire, bah voilà, je vais le développer et je vais mettre en place les principes éthiques, ou je vais mettre en place de l'humain, ou alors je vais pas faire d'IA du tout. Voilà. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, un peu méthodologique. Et après, juste pour revenir sur ce que je me rends compte qu'on a donné un exemple, mais on peut en donner plusieurs, de comment l'IA peut favoriser justement cette détection de potentiel. Il y a 3 choses. La première, c'est étonnant, hein, c'est paradoxal, mais je veux dire que potentiellement, avec l'IA, on peut réduire les biais. Bah oui, on peut réduire les biais humains dans l'analyse de CV, dans l'identification des compétences, l'identification des soft skills, etc. Donc on peut inverser ce paradigme et ce paradoxe et se dire, bah, je peux l'utiliser là, dans la manière dont je vais rédiger mes annonces. Est-ce que mon annonce, elle est rédigée de manière inclusive ? Est-ce que la manière dont je screen les compétences, elle est vraiment inclusive ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le sourcing des talents. Parce que si j'utilise l'IA et des données, par exemple, qui sont disponibles, je peux aller chercher dans d'autres bases de données et pas dans mon même bassin de recrutement habituel ou de voilà. Donc peut-être que je peux aller trouver effectivement des talents. Chercher beaucoup plus largement. Ouais, exactement. Et identifier les compétences dont j'ai besoin dans un bassin plus large. Et puis troisièmement, peut-être que l'IA peut m'aider aussi dans mon processus de recrutement, par exemple, à être beaucoup plus personnalisé. Et peut-être aussi beaucoup plus inclusif. Parce que peut-être aussi un candidat ou une candidate va pouvoir mieux s'exprimer si on lui met peut-être de temps en temps pas que l'écrit ou un agent conversationnel. Ou alors je vais pouvoir mieux répondre à ces demandes parce que j'ai de l'information, etc. Et donc être beaucoup plus personnalisé dans cet élément. On peut vraiment adapter au profil pour laisser sa chance finalement à chacun. Alors Angelina, tu auras sûrement aussi envie de réagir par rapport à ça, mais j'avais une question supplémentaire et elle ne vise pas personnellement Accenture, mais on a parlé d'embarquer les équipes, de former, de poser la question aux opérationnels, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi sensibiliser ses propres dirigeants qui ont, c'est assez sexy, hein, l'IA, on a tous envie en plus d'aller vite, d'être efficace, d'être une entreprise à la mode, à la pointe, voilà, si on peut aller un plus vite et trouver des solutions rapides, je pense qu'on n'hésite pas. Et là, on est en train de se dire, attention, avant l'outil, la technologie, il y a des questions à se poser, il y a un cadre, il y a la question de l'utilité, etc. Donc, comment on fait ça et est-ce que ça peut être aussi des situations que tu as rencontrées ? Alors, moi, j'ai eu le cas inverse. En fait, et d'ailleurs, Henrik était là au conseil d'administration de la Fondation et je présente à mon conseil d'administration, voilà, je voudrais développer un programme IA for Good, donc aider les assos sur l'IA. Je me suis dit, bon, on va cocher toutes les cases, facile. Et là, je me suis pris un moment, on m'a dit non. Et je fais, comment ça, non ? On m'a dit, attention, l'IA, on est en train... et donc, le conseil d'administration de la Fondation Accenture, c'est en gros le COMEX d'Accenture. On m'a dit, non, attention, l'IA, il faut apprendre à l'utiliser, il faut être formé, faut en connaître aussi le modèle économique derrière, faut en comprendre aussi niveau sécurité de données, etc. Attention. Donc, posture très prudente. Très prudente, non, mais très bien. En revanche, notre rôle, c'est justement de conseiller les associations sur et c'est le premier mot qui est ressorti, c'est trouver les cas à valeur. Attention, il faut vraiment y penser. Donc, on est là pour les conseiller. 2, évidemment, leur développer des moteurs d'IA, mais c'est les assos qui vont nous coacher et non l'inverse, parce que c'est les assos qui ont l'expertise terrain, comme disait Henrik, et qui connaissent les biais de discrimination, les biais humains, etc., dans notre cas aujourd'hui. Et 3, il y a le modèle économique derrière de l'IA et la sécurité des données. Donc, avant toute chose, on va dire aux assos, est-ce que vous avez les bonnes data, le data lake dont on parlait tout à l'heure ? Est-ce que vous avez de la RGPD déjà à niveau ? Très bien. Est-ce que votre équipes sont formées ? Très bien. Vous avez trouvé le cas d'usage ? Très bien. OK, on y va. Derrière, il y a, OK, donc elle va être la projection d'utilisation de l'IA avec des mots savants de token, etc. Donc voilà quel va être le modèle financier derrière dont vous allez avoir besoin pour ensuite aller trouver des mécènes pour financer cette IA. Et donc, les équipes Accenture en mécénat de compétences font ça au quotidien dans les associations. Et je pense que la démarche volontairement prudente et responsable est primordiale. J'imagine, Marielle, que vous ne pouvez que valider ces approches plutôt prudentes et d'assurer d'abord le cadre avant de se lancer tout azimut. Comment ça se passe chez vous aussi quand vous parlez intelligence artificielle ? Comment c'est perçu ? Nous, on parle aussi et beaucoup de notre cœur de mission d'origine, comme je le disais au tout début, c'est la qualité et la complétude des données. Voilà, pour qu'elle soit à l'entrée
les plus fiables Voilà, et les aussi plus fiables. les plus respectueuses du cadre Ouais. RGPD, etc. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'excellent rapport du Défenseur des droits qui est sorti il y a quelques jours sur les algorithmes, les systèmes d'IA et le service public. Quel droit pour les usagers? Donc les usagers, c'est vous, c'est nous tous et nous toutes. Il y a énormément d'exemples dedans et il y a tout aussi les explications sur les biais dont Olivier parlait, qui sont très bien vulgarisées et très intéressantes. Et il y a aussi des cas, il présente aussi les cas qui n'ont pas fonctionné, voilà, et pas que les cas qui ont fonctionné, et ça, c'est aussi intéressant. On apprend souvent plus des échecs que des réussites. En tout cas, est-ce que vous auriez un exemple qui particulièrement, qui a marché ou qui n'a pas marché, qui vous a marqué dans ce rapport ? Il y a un exemple qui m'a marqué, c'est l'équivalent du France Travail autrichien. Alors, ils ont anticipé, parce que c'était en 2019, c'est très, très vieux pour de l'IA, c'est préhistorique. Voilà. Ils ont voulu anticiper et faire un score d'employabilité des personnes en situation de recherche d'emploi. Ils ont classé en 3 groupes, donc ceux qui étaient autonomes, qui trouveraient facilement du travail ou qui savaient comment faire pour rechercher du travail, ceux qui étaient intermédiaires et qui avaient besoin d'aide, et ceux qui devaient être réorientés vers d'autres structures parce qu'ils étaient considérés comme beaucoup plus difficiles à replacer dans le monde du travail. Eh bien, les résultats, c'est que dans ce groupe des plus difficiles à replacer, certaines personnes étaient surreprésentées. Donc, les femmes, les mères de famille, les personnes d'origine étrangère. Et donc, ça a pas mal... fait d'articles de presse, et donc ils ont revu leur sujet. Alors je ne sais pas si depuis ils ont retenté, mais voilà. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait l'IA représente certainement, les données en entrée devaient avoir certaines caractéristiques qui ont été reproduites dans les sorties des classements de l'IA. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple qui m'a marqué en restant dans le domaine de l'emploi. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus, parce qu'il nous reste 1 minute. Exactement. Donc, est-ce que le petit mot de la fin, est-ce qu'un de vous trois aurait déjà une petite phrase? Qu'est-ce qu'on retient de tous ces échanges, de la première table ronde et puis la nôtre? Et est-ce qu'on doit être effrayé, optimiste, excité ou très, très prudent? Ou un peu des 4? Moi, j'ai envie de dire qu'on doit tous être des citoyens éclairés sur les data et sur l'IA, qu'on doit donc aussi se former, qu'on peut voir aussi les opportunités, si tant est qu'effectivement ça vaille le coup et qu'il y ait de la valeur. Quand je dis valeur, ce n'est pas un retour sur investissement, c'est un retour vraiment sur valeur. Et puis de se dire qu'il y a une opportunité aussi pour les individus que d'aller dans des métiers de l'IA, ou de mettre l'IA à son propre service, et que pour répondre à cette question, je pense qu'effectivement on a un outil qui peut-être va, je pense, amplifier notre, j'aime pas le mot augmenter, amplifier notre ingéniosité, et donc ce qui fait de nous des humains, notre empathie, notre créativité, notre humanité, nos soft skills. Notre intelligence aussi, pour rester meilleure que la machine. Angelina, est-ce que tu voulais compléter d'un mini-mot? Parce que là, par contre, on est passé en négatif. J'ai déjà parlé de la valeur ou Vous pas en avez bien profité. Non, Maintenant, on y a pris goût, là, maintenant. Hein. Je ne sais pas si vous réussirez à nous faire sortir de la scène. Non, je pense que tout a été dit. Je répéterai le mot valeur, c'est tout. Olivier, le mot de la fin? Très, très brièvement, l'IA décisionnelle, c'est difficile parce que les décisions, c'est difficile. Prendre des décisions de recrutement, c'est difficile. Avant d'être professeur, j'étais recruteur aussi. J'ai été à votre place. Je sais que celui qui n'a pas fait d'erreur de recrutement, c'est celui qui n'a pas fait de recrutement. Donc, c'est difficile. L'IA peut nous aider. L'IA peut être une grande amélioration. Elle peut combattre nos biais. Elle peut nous aider à prendre de meilleures décisions. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour une raison principale, c'est que pour nous aider, l'IA n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être meilleure que nous. Et merci. Excellent. Et le dernier mot pour l'Etalab, Marielle, si vous voulez conclure. Moi, je voulais conclure, et j'espère que vous retiendrez vraiment cet aspect-là qui est vraiment très important, c'est de prendre en compte aussi la frugalité des systèmes d'IA qu'on utilise. On a créé un moteur avec le ministère de la Culture, un site qui s'appelle comparia.gouv.fr, et dessus, ça compare différents systèmes d'IA et ça montre qu'en sortie,
On a une différence de x10, voire x100 en termes d'empreinte carbone pour un résultat similaire, voire meilleur. Voilà. Donc c'est vraiment très important aussi de prendre tous les cet sujets aspect-là dans tous les d'aujourd'hui projets. sont en effet connectés, et notamment à la transition écologique aussi. Merci beaucoup, merci pour le temps Mais supplémentaire. c'est moi qui vous remercie d'avoir mis à profit ce temps supplémentaire. C'était passionnant encore une fois.